vraiment très ravi de pouvoir vous retrouver ce matin pour cette conférence sur la santé au cœur du bien-être du travail. Cette conférence est organisée par la Chambre de commerce franco-britannique avec le concours d'experts autour de nous de 3 entreprises qui sont aussi membres de la Chambre, le groupe NR, Elsan, pardon, Squadra et Ace. Euh, Nous avons choisi en fait de traiter ce thème d'actualité qui est le bien-être au travail, qui a été quand même très couvert dans les médias au cours des dernières années, et notamment dans l'ère post-Covid. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui, Ok, super. Et on a voulu le traiter non pas sous l'angle en fait d'initiatives ludiques que beaucoup d'entreprises nous présentent en installant des baby-food, des flippers, qui concourent d'ailleurs au bien-être dans l'entreprise, mais qui nous semblaient avant tout ne pas être l'essence même du bien-être au travail. Donc, l'angle qu'on a choisi aujourd'hui, c'est de traiter au travers de la santé physique ou mentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique, politique assez agité, dans lequel beaucoup d'entreprises eh bien, font le choix doivent réduire leurs coûts, gagner en productivité, développer le part de marché. Parfois, beaucoup d'entreprises, comme on peut le lire dans la presse, s'empressent de revenir sur des décisions qui avaient été prises pendant l'ère du Covid et qui nous semblaient un monde nouveau apparaître devant nous, notamment avec la généralisation du télétravail, la plus grande importance ou la plus grande intention à un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et aussi une plus grande adaptabilité à la flexibilité organisationnelle. Euh, En même temps que les entreprises reviennent parfois, alors je ne généralise pas le propos, mais reviennent sur ces décisions ou ces modes organisationnels, euh, les chiffres officiels de la santé au travail donnent beaucoup de relief d'ailleurs à l'état du bien-être en entreprise, son impact aussi sur les entreprises et sur notre société. À titre indicatif, il y a plus d'1 million d'accidents déclarés. Il y a aussi beaucoup d'accidents au travail qui ne sont pas déclarés. Ça correspond à plus de 72 millions de jours d'arrêt de travail prescrits par nos médecins en France, plus de 40 000 reconnaissances de maladies professionnelles. Ces chiffres sont les chiffres de la DARES, principalement de 2022 et de 2021. 89 483 accidents de trajet par an qui occasionnent plus de 500 décès par an. Il y a quand même 44% des Français qui ont déclaré dans un baromètre d'OpinionWay en 2023 que les Français déclaraient être en détresse, 44% des Français déclaraient être en détresse psychologique. 39% des Français estiment que la pratique professionnelle, c'est-à-dire le travail, dégrade leur santé. Et le coût direct et indirect du stress est estimé entre 800 et plus d'1 million 600 millions et plus d'1 milliard 600 d'euros par an. Il faut savoir aussi que l'impact est principalement sur les troubles musculo-squelettiques, qui représentent 86% des maladies professionnelles. Et un autre fait important qui est venu au grand jour, c'est l'importance de la jeunesse dans ces difficultés. Les moins de 29 ans sont les plus touchés justement par les risques psychosociaux et 56% se déclarent en détresse psychologique. Là encore, c'est des chiffres qui sont de la DARES, qui sont assez impressionnants à lire. Tout ça a un impact pour notre économie. C'est 3% du PIB, c'est 9 milliards de prestations versées pour l'année 2022. Pour essayer d'y voir plus clair, justement, nous avons la chance d'être entourés de 4 experts aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Morgane, vous êtes avocate pour le groupe, pour le cabinet Squadra, et vous nous parlez spécifiquement du cas du harcèlement. Baptiste, vous êtes responsable santé et sécurité pour le groupe Elsan, et vous nous présenterez la notion de bilan santé. Patricia, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice technique actuariat pour le groupe NR, et vous nous parlerez précisément plus en détail de la prévoyance. Et Marion, vous êtes on va se tutoyer parce qu'on travaille en même entreprise. Tu es directrice People in Culture pour le groupe ACE et tu nous parleras de ton expérience de création d'un département dédié justement au bien-être de nos collaborateurs. Morgane, je me tourne vers toi. On commence ensemble. Je lisais un article hier pour préparer notre conférence que la France avait ratifié en 2021 la Convention 109 de l'Organisation internationale du travail. Cette convention vise à lutter justement contre les violences et le harcèlement sur le lieu de travail.
26% des salariés, d'ailleurs, déclarent avoir été victimes de conflits et de harcèlement sur le lieu de travail. Et 44% des salariés déclarent avoir été témoins d'une situation de violence et d'harcèlement au travail. Donc, c'est des chiffres assez importants. Euh, Avant de commencer, peut-être, Morgane, est-ce que tu peux nous présenter la mission de votre cabinet et peut-être de commencer à définir ce qu'est le harcèlement. Merci beaucoup, Frédéric. Déjà, je suis ravie d'être là. Merci d'être venu. La mission de Squadra Avocat, c'est d'accompagner nos clients entreprises et entrepreneurs dans leur quotidien et aussi dans des projets plus stratégiques et spécifiques, en apportant notre valeur ajoutée et en permettant de faire du droit un levier de croissance euh, pour, euh, pour leurs opérations. Alors, qu'est-ce que le harcèlement, en effet, et la santé mentale? Alors, le harcèlement, c'est évidemment une anomalie quand on parle de bien-être au travail, mais l'absence de harcèlement n'est pas le bien-être au travail. Donc, c'est une des composantes du bien-être au travail, c'est la santé et la sécurité. C'est une obligation de l'employeur que de prévenir les risques de ce point de vue-là. Et le harcèlement moral spécifiquement, c'est une répétition d'agissements, de comportements, de propos qui va avoir un impact sur notamment la santé physique ou mentale. Donc, ce sont des situations spécifiques et des marqueurs d'une dégradation du collectif de travail dans son ensemble. Un harcèlement, une situation avérée de harcèlement moral va impacter en fait potentiellement tous les salariés de l'entreprise si on est sur une petite entreprise, en tout cas tout un service, et peut également dégénérer. Les collègues peuvent au fur et à mesure faire l'objet de harcèlement moral aussi, c'est contagieux entre guillemets. Ouais, ça, c'est ton impact principal, c'est-à-dire qu'une situation de harcèlement dans l'entreprise peut occasionner une légitimité, mais une crédibilité pour d'autres acteurs dans l'entreprise d'agir de la même manière. Exactement, c'est pour ça que c'est important de pouvoir détecter et prévenir et qu'il n'y ait pas ce sentiment d'impunité des gens qui agissent de cette manière et qui souvent n'en ont pas conscience. Il n'y a pas d'élément intentionnel dans le harcèlement moral. D'accord. Donc, il y a une définition juridique du harcèlement dans Oui, le cadre c'est défini dans le code du travail et dans le code pénal. Également, le harcèlement sexuel est défini et on a englobé les agissements sexistes dans le harcèlement sexuel. Donc, on a beaucoup plus de dossiers de harcèlement sexuel qu'auparavant à cause de cette nouvelle définition plus large. D'accord. Et peut-être par une libération de la parole, justement, une plus grande sensibilisation. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus aussi de plaintes en interne. Les gens osent plus en parler, ce qui est en fait bénéfique. Il faut savoir qu'une société, une entreprise qui n'a aucun cas de harcèlement moral ou sexuel, c'est potentiellement une société dans laquelle il y en a, mais les gens n'osent pas parler. Une société mature sur le sujet est en capacité d'adresser la question et de traiter et le plus en amont possible. Voilà. Morgane, on a une idée justement de l'ampleur aujourd'hui du harcèlement dans le cadre de l'entreprise. L'ampleur, oui, tu l'as rappelé en introduction, un tiers des salariés ont été ou seront victimes de harcèlement dans leur témoin. Donc, ce sont quand même des situations qui émergent régulièrement dans l'entreprise. Nous, en tant que conseil, bon, évidemment, les clients ne nous appellent pas quand tout va bien, donc on a un peu un prisme parce qu'on est là que quand ça va mal. Enfin, parfois, on fait quand même de la prévention aussi avec nos clients. Mais oui, il y a quand même une émergence de ces cas de harcèlement, aussi parce qu'on a créé le mécanisme d'enquête interne. Donc, les salariés ont plus de recours, même de manière anonyme, pour parler de leur situation. Et c'est bénéfique. Moi, je ne peux pas le voir comme quelque chose de négatif. L'un des sujets qui me paraît intéressant pour notre audience, c'est justement de voir comment on peut prévenir en fait, ces situations de harcèlement. Tu nous parles justement de libérer la parole et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour adresser ces situations de harcèlement sur l'environnement professionnel. Déjà, il faut former l'ensemble du personnel pour qu'on comprenne ce qu'est le harcèlement, parce qu'on a aussi souvent des plaintes. Le mot harcèlement est lâché comme ça très rapidement, mais en fait, les gens ne savent pas ce que ça recouvre précisément. Il y a une définition légale, et donc il faut savoir ce que ça veut dire le terme harcèlement.
et les situations. Donc, il y a une définition légale, il y a aussi toute la jurisprudence. On n'a pas toujours la réponse dans le Oui. code du travail, et puis il y a toujours des zones grises où on ne sait pas trop ce qu'est Et du j'imagine que harcèlement ou chaque pas. cas de harcèlement est très contextuel. Oui, c'est Ouais. factuel, c'est Mm. que des faits et beaucoup de ressentis Ouais. aussi. Mais c'est pas parce que c'est du ressenti, il y a une jurisprudence d'ailleurs récente où finalement l'employeur avait considéré que ce n'était que du ressenti et donc il n'y avait pas de harcèlement. Mais précisément le harcèlement, le ressenti fait partie intégrante de la notion de harcèlement. Donc Qui est ça donc, c'est du coup très subjectif à chaque cas, à chaque situation, même s'il y a oui, un désir d'optimisation de la part du droit il y a quelque chose pour de donner un plus cadre. compliqué pour les employeurs, c'est que dans une même équipe, un même manager peut avoir le même comportement avec, on va dire, une dizaine de personnes, et seulement un va ressentir du harcèlement. Oui. Parce il va y avoir c'est du relationnel. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. On ne peut pas totalement objectiviser le harcèlement Le moral. harcèlement. Est-ce que dans les cas que vous rencontrez, est-ce qu'il y a d'autres choses que les entreprises peuvent faire pour prévenir ces situations ou Oui, donc un peu... il y a les formations, il y a également voir tout un ensemble, tout le panel de documents internes actionnables, des chartes, Ouais. le règlement intérieur qui doit faire qui doit mentionner la possibilité de faire une alerte professionnelle. Justement, sur tout ce qui est whistleblowing, lanceur d'alerte, Mm. ça a été un thème qui a été très à la mode. Est-ce que justement ce type de fonctionnement documenté en entreprise fonctionne? Oui, oui, ça Oui. fonctionne. Oui, oui, Il ça existe, fonctionne. ça fonctionne. En tout cas, ça fait partie de ce qu'il faut dérouler pour Oui, alors éveiller les consciences et mettre des moyens à disposition des salariés. oui, c'est un garde-fou, je pense, Ouais. très important à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Ça protège aussi l'employeur d'avoir un mécanisme d'alerte qui fonctionne bien, parce que ne pas traiter tous ces cas de harcèlement, bah, on peut vite dégénérer vers la maladie professionnelle, la faute inexcusable, et ne rien faire en sachant qu'il y a un cas avéré. Même les RH peuvent faire l'objet de licenciements pour faute grave s'ils passent sous silence des plaintes pour harcèlement, donc c'est quand même important. Oui, ces mécanismes fonctionnent et sont primordiaux, même si souvent on a des clients qui se plaignent quand ils les mettent en place que l'offre crée la demande. Donc en fait, il y a beaucoup d'alertes, mais c'est des phases qui se régulent après. Une fois qu'il y a eu des enquêtes et parfois on conclut qu'il n'y a pas de harcèlement, euh, heureusement. Ensuite, voilà, ça s'auto-régule et c'est le temps que la société soit mature sur le sujet. C'est ça que j'appelle la maturité un peu en termes de cybersécurité. C'est pareil, il y a des niveaux de maturité sur les sujets de harcèlement aussi. D'autres choses sur les best practices qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour minimiser les risques de harcèlement. Justement, travailler sur le bien-être au travail, ça va permettre par définition de limiter le harcèlement. Donc, il y a tout ce qui est enquête interne, baromètre, euh, dialogue social aussi. Il faut que les élus soient formés. Les formations des managers sont très importantes. Ils sont souvent en première ligne pour détecter les cas de harcèlement, mais aussi les traiter et faire désescalader les problèmes de communication. Il y a souvent des problèmes de communication à la base. Il y a aussi tout ce qui est périmètre des missions des uns des autres, être clair sur qui fait quoi. Ça aussi, ça peut générer du harcèlement. Est-ce qu'il y a aussi, parce que vous avez déjà vu dans le cadre de pratique des manières de faire qui sont un peu différentes. On a parfois, et Marion en parlera peut-être tout à l'heure, des cas d'usage qui ont été mis en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent cette situation-là n'est pas du harcèlement, ne relève pas du harcèlement. Ça, c'est notre quotidien. On se moque un petit peu, on fait une petite frappe dans le dos. Ce geste, ce propos verbal n'est pas considéré. Est-ce que justement la mise en image de cas d'usage dans l'entreprise en disant bah, on a repéré ce type de comportement et il pourrait tout à fait être interprété comme des situations de harcèlement, aide justement les entreprises, quelle que soit d'ailleurs leur taille. Souvent, on se dit que c'est des moyens de grandes entreprises, mais les entreprises de petite taille, j'ai rencontré des startups qui avaient des sujets parce qu'un individu était à une proportion importante au harcèlement. Est-ce que ça, justement, d'illustrer en fait avec des cas réels, des situations, aide les entreprises et les collaborateurs à se rendre compte de ce que peut être le harcèlement? Tout à fait, mais c'est souvent dans le cadre des formations qu'il y a des exemples qui sont montrés. On fait des quiz, moi je fais des cas pratiques aussi, avec des rôles voilà, qui sont distribués par sous-groupe et après on restitue.
Ça fait souvent émerger des situations que les gens ont vécues personnellement. Aussi. D'ailleurs, c'est assez cathartique. Et oui, bien sûr, c'est au prisme de tous ces exemples qu'on va pouvoir avoir une grille de lecture que nous, on a en tant que conseil parce qu'on connaît la jurisprudence. C'est vrai que le texte légal ne va pas permettre de savoir si on a du harcèlement ou pas. Souvent, quand on a exprimé tous ces cas d'usage et qu'on a libéré la parole et qu'on a fait un exercice cathartique justement cathartique pour pouvoir discuter ces sujets-là, je trouve que beaucoup de conclusions mènent à ah bah du coup on peut plus rien dire. Ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut plus rien dire. Oui, alors on doit dire différemment peut-être, c'est ça que les gens, on peut plus dire comme avant. Comme avant. Tout comme j'ai des clients qui ont dans leur politique interne, on prend pas l'ascenseur à deux. Voilà, c'est ou politique Ouais. porte ouverte quand spécifiquement on a Dans un une bureau collaboratrice isolé. dans son bureau. Ouais. Oui, bon, c'est des méthodes très américaines. Mais sur tous ces sujets-là, on peut constater qu'on s'américanise quand même un petit peu. Ouais. On devient de plus en plus une société de transparence, on est accountable, etc., sur tout un tas de sujets. Et la compliance en droit social, c'est une matière en tant que telle qui émerge. Eh bien, merci beaucoup, Morgane. Merci, Frédéric. Baptiste. Bon, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, je pense que ce qui est important quand tu fais du harcèlement et de manière globale sur la santé mentale des collaborateurs, ce qui est très important aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est l'engagement de la direction, le leadership, parce que une direction qui y croit, du coup, c'est les managers qui y croient aussi. Souvent, c'est un sujet qui est un petit peu, si la direction ne prend pas de lead, qui va être un peu en marge. Donc, c'est vraiment important que la direction soit à fond Exemplaire. pilote du bateau. Ouais, tout à fait. Voilà. Baptiste, garde le micro, on passe à toi. On va parler d'un sujet qui est le bilan santé, qui n'est pas toujours connu pour son effet de levier sur le bien-être en entreprise. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter le groupe Elsan et peut-être de commencer, comme on l'a fait avec Morgane, par définir ce qu'est le bilan santé? Oui, oui. Pardon, bonjour à tous déjà. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, effectivement, je travaille pour Elsan, le leader de l'hospitalisation privée en France. Notre mission principale, c'est de soigner nos patients dans nos cliniques et dans nos hôpitaux. Et donc, à hauteur de 4,9 millions de patients par an. Et en fait, c'est grâce à nos équipes de soignants et autres, 30 000 collaborateurs en France, c'est notre ressource la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle, notamment dans nos valeurs chez Elsan, l'attention à l'autre. L'attention à l'autre, c'est pas seulement pour les patients, c'est aussi pour nos équipes. C'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre des programmes de préservation de la santé pour nos collaborateurs. Il faut en prendre soin parce que on est convaincu que des collaborateurs qui sont prennent soin des collaborateurs prendront soin aussi des patients. Donc c'est vraiment très important chez nous. Leur propre bien-être permet d'apporter du bien-être aux autres, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Ouais. Une personne euh, qui se sent considérée et qui a la possibilité effectivement d'améliorer sa santé et qui se sent en sécurité va mieux faire son travail. D'ailleurs, c'est une dimension qui est importante dans le bien-être en entreprise. Je pense que on peut rarement se dire qu'on peut avoir un impact global et total sur l'ensemble des collaborateurs sur le bien-être. C'est difficile d'être exhaustif sur ce sujet-là, dans la mesure où en plus cette notion de bien-être est très subjective. Mais je pense que planter des graines et s'assurer que le plus grand nombre de nos collaborateurs éprouvent du bien-être dans leur travail, dans leur quotidien et de prendre soin d'eux. Et on l'a vu là encore dans le cas de différentes entreprises qu'on accompagne et pour notre propre entreprise, un vrai effet tache d'encre sur l'ensemble des collaborateurs et bénéfique pour tous. Le bilan santé, Baptiste, tu as fini de le définir, tu veux développer un petit peu, tu en as parlé un petit peu. Non, mais oui, voilà. C'est quoi le bilan santé en fait, globalement, et comment une entreprise peut mettre cet outil en place? Tout le monde connaît un petit peu le bilan de santé, mais grosso modo, c'est un check-up global de la santé du collaborateur. Et nous, chez Elsan, donc, on va être en collaboration avec les équipes médicales d'Elsan Prévention, qui vont nous proposer deux types de bilans de santé. Un qui s'appelle le bilan essentiel, qui va être donc sur le lieu de travail. On va avoir une infirmière qui va venir sur le lieu de travail et qui va faire des examens plutôt basiques, c'est-à-dire électrocardiogramme, prise de sang,
etc. Et puis, il y a le bilan mode de vie qui est un petit peu plus développé et qui se passe, lui, en centre. On va avoir des examens un peu plus poussés, on va avoir des tests de l'audition, tests de la vue, etc. Et à chaque fois, on a un praticien qui va soit faire des prescriptions médicamenteuses, soit réorienter le collaborateur pour des examens complémentaires en fonction des résultats. Et donc, effectivement, c'est qui permet de remettre le salarié dans un schéma de santé globale. Et est-ce que vous avez mis en place le bilan santé parce que justement votre métier, c'est la santé, ou est-ce que n'importe quelle entreprise peut mettre en place des bilans santé pour ses collaborateurs? Je pense que toutes les entreprises peuvent le mettre en place et d'ailleurs devraient, parce que Il y a une obligation légale par rapport au bilan santé? alors en fait la seule obligation qu'il y a aujourd'hui, c'est d'adhérer à un service de médecine du travail, Ouais. un service de santé de Oui. prévention, mais ça s'appelle. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que les médecines du travail, c'est assez compliqué. Les médecines du travail qui gèrent beaucoup d'entreprises, et surtout en Île-de-France, on va voir son médecin peut-être une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Et puis, c'est des entretiens assez courts où on vous demande est-ce que vous fumez ou pas. Entre guillemets, enfin, je veux pas. Et donc, l'idée, c'est effectivement que l'employeur reprenne, comme tu disais, sa responsabilité de à la fois garantir la sécurité des collaborateurs, mais aussi préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, je recommande totalement oui, que les entreprises mettent ça en place. Et Baptiste, est-ce que tu peux nous parler justement de l'impact qu'a eu la mise en place des bilans de santé sur le bien-être des collaborateurs au sein du groupe L5? Oui, bah effectivement, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que le salarié revienne dans un schéma, parce qu'on s'est rendu compte finalement, mais vous comme moi, je pense, on s'est rendu compte que la plupart des collaborateurs qu'on avait en bilan de santé n'avaient pas vu un médecin depuis plus de 4 ans. Et on a plusieurs types de populations. Chez nous, on a des personnes de nuit, on a des personnes seniors, on a des travailleurs handicapés, etc. Et en fait, on a des populations qui vont avoir besoin éventuellement de dépistage, de prévention aussi, lié à leur activité. Et je pense que c'est important pour eux d'être sur leur lieu de travail, d'avoir la possibilité justement qu'on se préoccupe de leur santé. Et puis, il y a aussi ce sentiment, finalement, je pense que nous, notre valeur, c'est quand même l'attention à l'autre. Hein. Et donc, il y a aussi ce sentiment du collaborateur que l'employeur prend soin de lui. Donc, dans ce sens-là, ça améliore son bien-être au travail. Et tout à l'heure, dans les statistiques que je présentais, on voyait que les moins de 29 ans étaient une population particulièrement sujette aux risques psychosociaux. Cette population jeune, souvent, elle se dit que, eh bien, elle n'a pas besoin de faire bien en santé parce qu'elle n'a pas encore les marqueurs de vie où, passer 40 ans, passer 50 ans, passer 60 ans, il faut faire tel type de check-up. Est-ce que, justement, le bilan santé, il est approprié pour les jeunes de moins de 29 ans? Est-ce que les entreprises devraient pousser ce type d'initiative sur les populations les plus jeunes? Oui, oui, totalement d'accord. Alors, nous, ce qu'on fait chez Elsan, c'est souvent on cible des populations, effectivement. On a beaucoup de personnels de nuit qui ont des risques au niveau diabète, au niveau dérèglement de l'horloge hormonale, etc. Mais il est tout à fait possible, effectivement, de faire des bilans de santé ciblés sur la santé mentale, sur les risques psychosociaux. Notamment, on peut faire du dépistage sur le sommeil, sur le stress, ce genre de choses. Et je pense que de voir un médecin et de parler de ces sujets-là lorsqu'on est jeune, c'est important. Alors nous, pour vous donner des statistiques, dans le groupe Elsan, on a eu 30% de moins de 35 ans, qui représentent 50% des accidents du travail. D'accord. C'est assez énorme. En fait, on a des jeunes infirmières qui arrivent et qui sont diplômées, qui ont un accident au bout de la première à la deuxième année, qui n'en peuvent plus. Et on a beaucoup d'accidents chez les personnes qui travaillent de nuit. Donc, pardon, chez nous, c'est vraiment cette situation. C'est particulier à votre travail. Est-ce que, Baptiste, quel conseil on pourrait donner aux entreprises qui sont avec nous aujourd'hui
justement sur la mise en place de bilan de santé. Ouais, Comment ça peut se faire? ouais, alors moi j'ai vraiment trois conseils, un peu comme toi, ce que je disais tout à l'heure. D'abord, c'est l'engagement de la direction. Le fait d'être totalement transparent sur son absentéisme, sur ses enjeux en termes de fidélisation, de recrutement, voilà, et de reconnaître que le bilan de santé a des bienfaits. Et du coup, peut-être que la direction fasse aussi son propre bilan santé et montre qu'elle Totalement. gagne aussi. Les membres du CODIR, Voilà. exactement, montrent l'exemple. Parce que souvent, la direction essaie de, et je prends mon exemple, va pas forcément à la médecine du travail, essaie de repousser, c'est très mal. Souvent, c'est pour les autres. Exactement, souvent, c'est donc pour du les coup, en termes d'exemplarité, je prends un bon exemple. Et du coup, j'invite pas les autres de mes collaborateurs à se dire que c'est une action importante et qui pourrait m'apporter quelque chose. Je pense que oui, je suis d'accord. Alors, deuxième conseil, je dirais, comme c'est une démarche qui doit être le plus collaboratif possible, donc mettre les délégués du personnel, les représentants du personnel dans la boucle très rapidement, parce que lorsqu'on on les a acquis, c'est beaucoup plus simple de déployer ce genre de choses. Et troisième chose, et ça c'est très important, surtout pour les bilans de santé, comme on parle de données médicales, données sensibles, d'être totalement transparent et de travailler la communication auprès des salariés, parce que nous, on le voit, voilà, dans certains établissements, on a peut-être des personnes qui sont réticentes parfois à aller faire un bilan de santé parce que sur le lieu de travail, parce que est-ce que mes collègues seront au courant que j'ai un début de cancer, et typiquement, juste pour finir, excusez-moi, pour l'entreprise, quand même, ce qui est important, nous, on a chez Elsan, et un peu comme beaucoup d'entreprises en France, et notamment dans la santé, on a des gros enjeux en termes d'absentéisme, d'attractivité et de fidélisation de nos personnels. Et en fait, le bilan de santé, à la fois, c'est quelque chose qui peut être vendu en entretien, donc c'est un avantage quand même. À la fois, ça permet aussi d'améliorer le dialogue social, d'améliorer le sentiment d'appartenance et de fidélisation des collaborateurs. Et puis, et ça, j'en suis convaincu, faire des bilans de santé, ça diminuera l'absentéisme de demain. Et je pense que c'est une action concrète et simple à mettre en place pour justement contribuer au bien-être des gens et montrer qu'on prenne soin d'eux. Est-ce que aussi c'est pas vu parfois comme un élément intrusif de la part de son employeur de proposer un bilan de santé? Ça peut l'être, mais si on respecte les trois conseils, je pense, beaucoup de communication, donc bien expliquer que ce sont des données qui resteront le médecin et le collaborateur, de montrer, comme tu disais, que la direction s'engage et le fait aussi, que les managers le font aussi, qui sont convaincus de la démarche. Je pense que ça, c'est totalement faisable. Nous, on le fait beaucoup dans pas mal de nos établissements et ça marche plutôt bien. Ok. Pas de pushback sur ce genre de proposition. Non, non, bah non. Ok. Merci Baptiste. Patricia, je te propose de faire un pont. On commence par tous se tutoyer. Hein. Oui. Le vouvoiement, vraiment, c'est une règle qu'on a déjà établie, mais voilà, quand tu connais bonjour Patricia. Je propose de faire un pont avec, entre la prévention et la prévoyance, même racine sémantique. Patricia, pour commencer, un exercice, est-ce que tu peux nous présenter le groupe ENER et nous parler de ce qu'est la prévoyance en entreprise? Alors, le groupe ENER, c'est un courtier qui existe depuis bientôt 80 ans et qui accompagne les entreprises, principalement, en assurance de personnes, c'est-à-dire sur les sujets de santé et de prévoyance, principalement. Voilà. Et on a comme devise, pardon, Here to Care. Belle devise. Voilà, et un petit peu comme Baptiste tout à l'heure, c'est vraiment de prendre soin, pour le coup, c'est de nous assurer, alors aussi nos collaborateurs, mais de nous assurer, et ceci à tous les stades, que ce soit les équipes commerciales, que ce soit les équipes en gestion, il y a vraiment au niveau des équipes de gestion qui sont en contact avec les assurés qui peuvent être dans des situations difficiles. C'est vraiment d'être au service de ces assurés, d'avoir voilà, une réponse personnalisée, etc. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Et puis plus globalement, de promouvoir la santé mentale et physique de nos assurés et de leur famille. Qu'est-ce que la prévoyance? Je sais que c'est un grand sujet, mais en quelques mots, si tu devais nous... Alors, la prévoyance, on veut regarder dans un dictionnaire, globalement, c'est une assurance, hein, d'abord, oui. Et ça vise à compenser les conséquences financières d'un événement qui va toucher la santé du salarié, principalement. Voilà. Donc après, si on cible plus particulièrement ce qu'on va appeler la prévoyance collective,
est l'objet de notre échange. C'est un contrat de prévoyance qui va être mis en place pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou éventuellement une catégorie, hein, généralement c'est les cadres, les non-cadres, etc. Et ça, c'est ça qui est très important et qui est assez typique dans le système français, sans discrimination ni d'âge, ni de sexe. Hein, la cotisation, elle est la même, quel que soit qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 55, et non plus sans discrimination de l'état de santé. C'est-à-dire que ça va couvrir tout le monde à la mise en place d'un régime de prévoyance. Tout le monde va être couvert, et alors sauf sur les très petites entreprises, il n'y aura généralement pas de sélection médicale. Donc c'est effectivement important. Et en fait, l'assureur et ce contrat de prévoyance va organiser la solidarité entre des salariés d'entreprise, voire de plusieurs entreprises. Hein. Alors, ça va dépendre de la taille. De 50 salariés, c'est une multi-entreprise, une entreprise de 10 000, voilà, c'est au sein de l'entreprise. La mutualisation va s'organiser. Voilà, et ça permet effectivement de bénéficier de conditions qui sont uniformes. Et les risques couverts, c'est le décès, évidemment, victime, la validité permanente, et puis également ce qu'on appelle l'incapacité temporaire, c'est-à-dire potentiellement il peut y avoir une reprise du travail. La validité permanente, c'est un caractère plus définitif. Et en quoi la prévoyance, qui est un sujet presque perçu par les entreprises comme un sujet technique, légal, peut contribuer au bien-être des collaborateurs? Alors, elle va y contribuer. Alors, elle va plutôt y contribuer, je veux dire, dans les moments difficiles, quand quelqu'un va se retrouver malade, hein, principalement. Et au moins, alors ça ne le guérit pas, hein, c'est pas miraculeux, mais ça permet au moins de se libérer des aspects financiers. C'est-à-dire, on se dit, je suis malade, et au moins, j'ai pas à m'inquiéter de mes revenus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez été confronté à des salariés ou des gens dans votre entourage qui se sont retrouvés avec juste la sécurité sociale. Ça ne va pas très très loin en fait. Et d'ailleurs, c'est un des points importants, c'est que souvent on sous-estime, on pense que la sécurité sociale intervient beaucoup. C'est pas si vrai que ça. En décès, c'est 3 mois de salaire, plafonné. En arrêt de travail, c'est la moitié du salaire et plafonné également à près 3 000 euros et probablement 2 500 à la loi de finances. Voilà, donc c'est 50% de ces montants-là. Hein, donc en fait, ça permet au moins de se dire, j'ai un revenu, j'ai quelque chose, et j'ai pas ce souci-là, j'ai pas le souci de me dire, je remplis mon frigo, voilà, c'est ça. Et puis je sais malade, je sais donc il y a une issue fatale. Et voilà, mais au moins, je sais que mes enfants, c'est mon côté mère de famille, mes enfants, mon conjoint n'auront pas de difficultés financières particulières. Voilà, ça rassure sur le futur et les moyens qui sont mis en place. Et puis, je pense que aussi vis-à-vis des collègues, voilà, je pense que c'est aussi un message quand on a une situation dramatique qui se passe dans une entreprise, notamment quand il y a un décès, c'est bon, ça crée un traumatisme. Et de se dire, au moins, l'entreprise accompagne sur ces aspects-là, c'est important aussi. Donc, je pense que ça joue sur l'image de l'entreprise, mais aussi ça rassure. On ne se sent pas seul. Est-ce que les entreprises communiquent bien justement sur le sujet de la prévoyance? Je n'ai pas le sentiment que c'est un sujet de communication RH, par exemple. C'est un élément intrinsèque de l'entreprise dans un cadre légal. Est-ce que les entreprises communiquent sur ce qui est mis en place, les avantages que ça apporte? Justement, on parle de projection pour le futur, surtout parce qu'on ne projette pas le pire, et que c'est difficile de parler de ce sujet-là. Et en même temps, c'est une situation d'entreprise et un outil que l'entreprise offre. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage sur la discussion qui peut être ouverte en entreprise sur la prévoyance? Alors, c'est effectivement difficile. Il y a quand même des instances au sein du CSCE. On présente normalement au moins une fois par an les résultats du régime. Donc déjà par les partenaires sociaux, c'est important. Et du coup, dans un club un peu restreint, dans l'entreprise. Dans un club un peu restreint, mais bon, ça diffuse aussi. Après, il y a des moments, il y a la remise de la notice d'information lorsqu'on signe son contrat de travail ou lorsqu'il y a une modification du régime, par exemple. C'est important. Je pense que ça peut être un moment de communication. Et puis moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Alors, c'est pas facile, mais c'est qu'on fasse régulièrement des campagnes pour prévenir les salariés sur ce qu'on appelle la désignation de bénéficiaires. Donc, vous avez tous normalement dans la salle, à peu près, vous êtes couvert par l'entreprise et il y a un capital d'essai. Et vous pouvez avoir une désignation, alors soit une désignation type, mon conjoint, mes enfants, mon frère, ma soeur, soit vous pouvez dire, c'est monsieur X, madame Y, ou voilà, je sois plus tel enfant, etc. Et faire régulièrement des campagnes pour dire, mais
revoyez ou pensez à mettre à jour votre désignation de bénéficiaire, c'est aussi un moyen de communiquer et c'est aussi un moyen d'alerter, par exemple, alors, quand on est sur des situations de famille classiques, j'allais dire traditionnelles, c'est simple, et finalement, on en a de moins en moins, hein, monsieur, madame, marié, voilà, mais souvent, on a des enfants, le premier mariage, un deuxième mariage, ou pas de mariage d'ailleurs. Voilà. Et en fait, on se retrouve au moment du décès avec des salariés, des enfants qui se retrouvent sans, sans ressources. Voilà. Donc, c'est important de communiquer et ça peut être un moyen. Moi, j'invite vraiment les entreprises à le faire régulièrement, au moins tous les 2 ans, voire un peu plus, de communiquer régulièrement sur cette désignation de bénéficiaire. Voilà. Ça permet de dire aussi, vous voyez, on prend soin de vous et on pense à vous et on vous accompagne dans la démarche et expliquer. Hein, je pense qu'il faut être très pédagogue sur ce genre de choses, sur voilà, quels sont les cas qui se présentent et à quoi ça sert et que les gens se projettent. Patricia, justement, on touche un peu aux conseils pratiques qu'on peut donner aux entreprises sur la partie prévoyance. Quels conseils pratiques on peut donner aux entreprises sur le déploiement d'une petite prévoyance en entreprise dans le cadre justement de l'amélioration des contributions bien-être? Alors, c'est l'assurance, donc de toute façon, il y a à minima l'accompagnement de l'assureur. Idéalement, c'est vrai que le courtier, on est bien placé pour le savoir, c'est notre rôle, hein, et c'est notre rôle d'être présent auprès de l'entreprise régulièrement et pour l'alerter. Alors déjà, il y a des enjeux financiers. Il y a des enjeux financiers parce qu'il y a des conformités CCN, donc ça c'est le premier point, à vérifier qu'on respecte la convention collective. Il y a quand même beaucoup d'obligations en la matière. Et puis après, il y a des principes à mettre en œuvre. Moi, il y en a un qui est important pour moi, c'est celui de l'équité. C'est-à-dire que, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit qu'on couvrait l'ensemble de l'entreprise. Pour une catégorie, je pense que c'est important, c'est pas toujours le cas dans les entreprises, mais de couvrir de la même manière tous les salariés. C'est-à-dire quand on a 2 années de salaire en cas de décès, par exemple, c'est 2 années de salaire d'un encadre et 2 années de salaire d'un cadre. Déjà qu'il y a une différence de salaire, voilà, ça c'est la vie, c'est normal. Mais au moins qu'on ait la même couverture à ce moment-là, moi ça me paraît important. Ou si on ne le fait pas, qu'on sache pourquoi on ne le fait pas. Voilà, c'est le premier point, c'est une sorte d'équité entre les salariés. On n'en est pas qu'ils soient, et d'ailleurs c'est le deuxième point, qu'ils soient surcouverts, parce que la surcouverture, c'est pas utile non plus. Ça coûte cher. C'est pas la peine d'avoir des empilements de garantie, par exemple. Moi, je suis pas une grande fan du décès accident. Je considère que si je dois mourir, que ce soit de manière accidentelle ou par une maladie, les conséquences financières, elles sont les mêmes pour mon entourage. Donc, ce n'est pas forcément la peine d'aller surajouter des capitaux. Par contre, de bien couvrir tout le monde, c'est important. Voilà. De prendre en compte les situations de famille complexes. Par exemple, il y a des rentes d'éducation. C'est pareil. C'est sur mon côté un peu mère de famille, mais évidemment, les conséquences, quand quelqu'un, un père ou une mère de famille décède, elles sont bien plus importantes que quand c'est un célibataire sans enfant. Je parle des conséquences financières. Hein, ça n'a aucun jugement de valeur sur la personne, évidemment. Voilà. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Une couverture de travail, d'arrêt de travail adapté également, qui permettent de couvrir bien en incitant quand même à la reprise, mais en protégeant les gens qui en ont vraiment besoin. Et puis, nous, il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez ENER. C'est un sujet qui était d'ailleurs le début de l'activité du groupe. C'est la garantie obsèque. C'est une garantie qui n'est pas très chère, qui permet de couvrir non seulement le salarié, mais également sa famille, son conjoint, ses enfants. Et alors, c'est non seulement le versement d'un capital au moment du décès, alors malheureusement du salarié, du conjoint et des enfants, mais c'est également tout un accompagnement et un service qu'on peut mettre en place en amont. Préparer ses obsèques. Alors, vous savez, quand on est en bonne santé, honnêtement, on ne va pas se mentir, mais si on sait qu'on peut être malade, voilà. Et on a du mal parfois à en parler en famille, à dire, écoute, moi je vais être incinérée, ou voilà, c'est pas très gai. Hein. Au moins, on peut le mettre, on a un coffre-fort, on peut préparer ses démarches. On peut dire, voilà ce qu'on souhaite aussi, je souhaite une cérémonie religieuse, je n'en souhaite pas. Moi, c'est clair. Et puis également, après, sur l'accompagnement administratif, le soutien psychologique. Voilà, il y a tout un tas de services qui vont tourner autour de ça. Voilà. Et c'est des garanties qui ne sont pas très chères et qui sont importantes. Et nous, ce qu'on préconise, parce que parfois, c'est au sein du régime santé. Au régime santé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir des dispenses d'affiliation. Donc, nous, on préconise de le sortir du régime santé, d'en faire une garantie à part entière pour que tous les salariés soient couverts. Merci beaucoup, Patricia. À la fin, on a une petite session de 15 minutes de questions-réponses. Je sais qu'on trouve beaucoup de sujets techniques. N'hésitez pas à préparer vos questions pour qu'on puisse échanger ensemble d'ici à peu près 15 minutes. Marion, je me tourne vers toi. J'aimerais
j'aimerais que tu puisses d'abord nous partager ton expérience de la création d'un département qu'on appelle People and Culture, qui est dédié au bien-être des collaborateurs. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous présenter un peu la mission de ce département? Bonjour à tous. Donc, le département People and Culture, c'est en fait un département qui a été créé il y a 6 ans chez Hayes et dans le groupe Hayes, en fait, qui est un département qui travaille en étroite collaboration avec la DRH et on est en charge, en fait, de tous les métiers, ce qu'on appelle du développement RH, donc les métiers du recrutement, de la formation, de la gestion de carrière et aussi les métiers de la RSE. Et donc, dans la RSE, on intègre évidemment le bien-être. Notre objectif, en fait, c'est de veiller à l'épanouissement des collaborateurs, au bien-être. Donc, grande mission, belle mission, ambitieuse, mais surtout, et aussi retenir les talents. C'est à la fois un levier d'attractivité quand on met en place des aménagements sur le bien-être, mais aussi un levier de rétention des talents. Donc, voilà, c'est la mission du département. Du département. Comment il est accueilli justement à la création de ce département au sein de l'entreprise? Il a été très bien accueilli. En fait, je pense qu'il y a des sujets qu'on n'avait pas négligés, mais disons sur lesquels on avait porté peu d'intérêt, et notamment pour la population des managers, qui est une population assez sensible avec des postes et responsabilités complexes. Et en fait, quand ce département a été créé, on a senti voilà, qu'il y avait déjà un réel besoin. On a commencé par faire une enquête, une grande enquête pour connaître en fait les attentes et voilà, les attentes des collaborateurs, leur levier de motivation. Et ça nous a permis, du coup, d'enclencher des premières actions et de mieux comprendre notre population et de voir ce sur quoi il fallait qu'on travaille. La première, on a mis en place 2 premiers projets. On a mis en place des entretiens professionnels et qui sont vraiment des entretiens RH avec les collaborateurs. Et on a mis en place un parcours manager parce qu'on avait une population, cette population-là, qui n'avait pas de parcours de formation spécifique. Donc voilà, typiquement, on a mis en place 2 premiers projets avec au lancement du coup du département. Et puis évidemment, on a mis en place au fur et à mesure de la création et du développement de ce département des process, des règles internes. Et je vais vous en parler après, je vais vous donner quelques exemples concrets. Ça nous a permis aussi de sensibiliser la population des managers sur la question du bien-être et de les accompagner. En fait, on a parlé tout à l'heure de la prévention, par exemple, du harcèlement. Il y a des formations qui sont obligatoires pour les managers sur la prévention du harcèlement, mais ça a été aussi l'occasion d'ouvrir en fait la discussion, de sensibiliser nos managers et d'aborder cette question sans tabou et de vraiment accompagner le mieux possible en fait. Est-ce que du coup, ça n'a pas créé beaucoup trop d'attentes, la création de ce département? Est-ce que les gens se sont dit, tiens, ok, donc c'est un département qui est dédié au bien-être des collaborateurs. Est-ce que ça n'a pas été un guichet ouvert à l'expression de toutes les demandes? Alors oui, alors après c'est à nous de... Oui, effectivement, il y a des attentes. Alors déjà, en plus, on réalise une enquête annuelle qui s'appelle Your Voice, votre voix. Et donc, c'est l'occasion pour les salariés de nous faire part de toutes leurs attentes, de tout ce qui ne va pas, etc. Après, c'est à nous de trier, de faire voilà, de sélectionner en fait les actions sur lesquelles on va travailler. On travaille évidemment en étroite collaboration avec la direction générale pour mettre en place à chaque fois un plan d'action et donc 1, 2, 3 sujets sur lesquels on va travailler. Donc, on essaie de le faire au fur et à mesure. On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir la direction générale comme appui, comme soutien, à la fois qui soit voilà, exemplaire, mais aussi qui accompagne vraiment le département, et ça, c'est vraiment très important. Donc, on parlait tout à l'heure dans l'introduction que je faisais, je parlais de well-being washing. Est-ce que cette initiative n'est pas prise comme un gimmick de ah ok, tiens, on n'installe pas des baby-foot, mais on crée un département dédié au bien-être? Est-ce que les salariés n'ont pas perçu cette création et ton département comme un avatar supplémentaire pour donner le sentiment qu'on prend soin d'eux? Je ne pense pas parce qu'en fait, on a été très concret. Je pense que l'objectif, et dès le départ, on a été pratico-pratique, c'est-à-dire que typiquement, je vais donner un exemple très concret parce qu'on a un champ d'intervention qui est très large au sein du département. La parentalité, c'était un sujet important chez ACE parce qu'on a une population majoritairement féminine, on a plus de 60% de femmes, la moyenne d'âge est de 31 ans chez ACE, donc on est vraiment dans la décennie de la parentalité. Et en fait, on a mis en place des aménagements très concrets pour cette population-là, avec un aménagement d'horaire, avec une souplesse sur des jours de télétravail, avec une garantie de salaire, parce qu'on a une population de consultants qui est une population de commerciaux. Voilà, typiquement, on est sur des choses très concrètes. Donc, en fait, pour éviter le greenwashing, le well-being washing, en fait, il faut être concret, il faut être pratique et il faut agir. Donc, voilà, ça va être mettre en place un programme, un plan de formation spécifique aux managers. Voilà, plus on va répondre concrètement aux problématiques, plus, en fait, voilà, mieux ce sera accueilli par les collaborateurs. Il n'y aura pas de frustration. Et concrètement, qu'est-ce que ce département il a fait justement pour concourir au bien-être? Tu nous as parlé des parcours de formation, tu nous as parlé de... Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous avez prises justement au gré des feedbacks
Quand je dis vous, je parle de nous, hein, c'est bizarre d'en parler comme ça, mais je me suis distancié un petit peu avec notre sujet. Est-ce que justement les enquêtes sociales, RH qu'on a menées, nous ont éclairé sur les positions qu'on devait prendre, qui nous paraissaient importantes parce qu'il y a des fortes attentes de par nos collaborateurs? Oui, et il y a des attentes qui sont très récurrentes sur lesquelles on sait qu'on doit travailler. Donc, l'enquête vraiment nous permet d'avancer et de mettre en place, de mettre en lumière en fait les attentes essentielles. Il y a comme je disais, il y a un champ d'intervention qui est très large. On parle de la parentalité, j'ai parlé de la parentalité, ça peut être la santé mentale, la santé physique. Donc, en fait, après, c'est clairement, on a, je n'ai pas le prix de mon idée, mais on a mis en place voilà, des choses, des process et des règles, et on parlait voilà, des plans de formation. On a mis en place, il y a 2 ans, en fait, un accompagnement, une offre de coaching en interne, typiquement, pour répondre aux problématiques plus de développement personnel. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 coachs maintenant qui font partie de l'équipe People and Culture qui sont certifiés, des coachs professionnels, et qui vont accompagner les collaborateurs sur des problématiques comme gestion du stress, gestion de la confiance, communication, gestion des émotions. Et donc, on a à peu près 120, 130 collaborateurs qui ont été accompagnés sur cette offre de coaching, en interne. Et là, ça crée des vocations. Et ça crée des vocations, absolument. Aussi de transmettre cette approche. Et est-ce que, Baptiste nous parlait beaucoup de confidentialité. Est-ce que dans le département, la confidentialité, c'est quelque chose qui est important? Alors, d'un point de vue ressources humaines, bien entendu, le département ressources humaines se doit d'être confidentiel, mais quand les gens viennent te voir dans le département de culture et qui parlent d'un sujet, d'ailleurs, parfois complètement hors de leur sphère professionnelle. Je crois que c'est aussi un des sujets, les gens viennent te voir, on parlait des jeunes, de la détresse psychologique. Est-ce que ça, c'est des types d'accompagnement que vous faites et est-ce que vous garantissez pleinement que les gens qui viennent vous voir... Alors, la confidentialité, c'est effectivement fondamental, mais je pense surtout quand on parle de données de ces sujets-là. Donc, on veille effectivement à vraiment maintenir, de toute façon, dans tous les échanges effectivement qu'on peut avoir via le coaching ou via les entretiens professionnels, etc., on est toujours dans un cadre confidentiel. On ne fait en fait des remontées à la direction générale que d'un point de vue collectif. C'est-à-dire qu'on fera toujours remonter une information. Et tu parlais tout à l'heure des attentes. Typiquement, voilà, quand on est sur un sujet, alors si on est sur un sujet sensible avec potentiellement du harcèlement, un mal-être, donc quand on est sur la thématique du bien-être de la santé mentale, pardon, on va tout de suite travailler en collaboration avec la DRH qui va prendre le relais et qui va potentiellement, si on est sur un sujet de harcèlement, lancer une enquête, etc. On est très attentif à ça. On a des comités, en fait, on a un comité RPS tous les mois et on se réunit avec la DRH pour mettre en commun les sujets qu'on peut avoir, qui viennent du coup des entretiens professionnels, du coaching, etc. Et pour du coup voir si on a des alertes. Ça nous permet d'avoir en fait un peu un état des lieux du bilan, enfin du climat social et du climat et du bien-être en fait des collaborateurs. Donc on échange beaucoup avec la DRH sur ce sujet. Et voilà. Une des questions qu'on peut se poser, c'est, et on a un public de DRH qu'on accompagne au quotidien qui est présent aussi dans la salle, pourquoi avoir créé un département en people and culture en dehors de la sphère ressources humaines? Alors, je dirais que ce n'est pas en dehors, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi mis un focus en fait, sur ces thématiques, notamment du bien-être, mais c'est aussi l'engagement associatif, parce que ça fait partie de la RSE, c'est aussi notre engagement climat-environnement. Donc, en fait, le sujet est là. Je pense que on est vraiment complémentaire à ce que fait la DRH. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir mettre un focus effectivement sur le bien-être, sur l'épanouissement, l'engagement, et puis retenir aussi notamment, parce qu'on sait qu'on a une population effectivement très jeune chez Ace, on a beaucoup de collaborateurs qu'on recrute juste après les études et qui est une population sensible en fait à ces thématiques-là aussi et à ce que va leur apporter l'entreprise. En fait, les leviers de motivation de des générations X, Y, Z sont très différents et le bien-être, l'équilibre vie privée, vie pro sont très importants pour cette nouvelle génération. Donc, c'était aussi important. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, même nos managers qui ont 10, 20 ans, ils sont aussi Ils ne sont pas la même génération. C'est les mêmes attentes. Voilà, et ils sont très voilà, favorables à ce qu'on mette en place tout ça, et puis accueillent avec beaucoup de plaisir, en fait, quand on parle de flexibilité, clairement, on a autant de plaisir dans la jeune génération que dans la génération plus senior à travailler à domicile, etc., faire le télétravail. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à nous donner justement pour la création d'un département people and culture pour une entreprise? Moi, je pense que la première étape, ça pourrait être de mener une enquête, en fait, pour voir effectivement quelles sont les attentes et les besoins des collaborateurs, voir où on se situe par rapport à des règles, à des process internes, à de la formation. Donc, je commencerai par faire cette enquête et puis ensuite, avec justement la direction générale, mettre en place un plan d'action très concret.
Après, il faut créer des espaces de parole. Donc, le deuxième conseil, ce serait de mettre en place des workshops, des groupes de travail pour effectivement aborder ces questions-là et faire participer la population, c'est-à-dire les jeunes, les moins jeunes, managers, non-managers, les fonctions support comme les opérationnels, faire vraiment travailler tout le monde. Alors, l'idée d'un workshop, c'est pas d'être 25, mais c'est d'être un petit groupe représentant. Et en tout cas, inciter la collaboration, inciter tout le monde à participer en fait à échanger en fait sur des sujets et puis ensuite définir voilà sur quoi on va travailler. Après, il faut être aussi patient, c'est-à-dire que on parle de retour sur investissement. En fait, l'impact n'est pas immédiat. C'est-à-dire que quand on met en place ça, et on le voit bien chez ACE, notre objectif, je me souviens que notre directrice générale m'avait dit, et moi, ce que je veux, c'est que tu limites le turnover, enfin, tu réduises le turnover. Ta mission principale, c'est ça. Entre le moment où on a mis en place le département et le moment où on commence à voir les effets des actions qu'on va mettre en place, il se passe du temps. Et donc, il faut être patient entre le moment où on va effectivement mettre en place des aménagements spécifiques pour les différentes populations et puis le moment où on va pouvoir recueillir les résultats. Et ce n'est pas toujours facilement mesurable. Alors, ça peut se mesurer, imaginons, on parle du turnover, du taux d'absentéisme, du taux de harcèlement. Bon, on peut le mesurer, mais en fait, c'est quand même difficile et ça se mesure sur du très long terme. On n'est plus sur au moins le mois, on travaille en semestre, en année, tous les 2 ans, 3 ans, en fait, ça se voit. Il faut accepter aussi que ça puisse prendre du temps. Marion, tu parles de retour sur investissement. Euh, Moi, je suis aussi mentor pour des jeunes entreprises, des startups où ils sont une dizaine. Et quand je leur parle des sujets de bien-être, de RH, et c'est une question d'ouverture, et c'est sans doute la dernière question que j'ai envie de nous poser, est-ce que ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises que de parler de bien-être? Est-ce que quand on est une petite structure, eh bien, justement, on peut mettre en place des politiques de bien-être sans créer tout un département, employer des gens? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un public et d'un type d'entreprise qui a les moyens de mettre en place Non, ce je ne pense type pas, d'action? parce que déjà, il ne faut pas forcément beaucoup de moyens. Après, il y a une volonté de l'entreprise. Là, SCI, on est près de 1000 salariés, donc voilà, on a créé un département. La DRH peut le faire, il peut y avoir, enfin, d'autres départements en interne peuvent le faire, ça peut être des opérationnels aussi qui pilotent ça. Je pense que ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de volonté de mettre ce sujet au cœur voilà, de la vie d'entreprise. Et puis, c'est encore une fois, surtout dans les startups, on peut imaginer qu'on a beaucoup de jeunes. Ce sont des attentes qui sont fortes de la part de cette génération Z au travail sur voilà, le bien-être, l'équilibre vie privée, vie pro. Donc, je pense que c'est un vrai sujet d'actualité. Oui, si je peux me permettre, je dirais même que sur un petit effectif, c'est encore pire si on ne s'occupe pas du sujet. Exactement. Donc, non, ça vaut pour toutes les entreprises. Et ce que je dis souvent, c'est que dans le cadre de développement, on a commencé, on était 6 en France. Donc, comme Marion dit aujourd'hui, on est 1200 en France. On est 13 000 dans le monde. Et pendant très longtemps, on n'a pas eu, je me tourne vers Marion, qui nous a rejoint au début de notre aventure. On n'avait pas de département de ressources humaines, on n'avait pas de département de formation, il n'y a pas de département de bien-être. Donc tout ça a été créé au fil du temps. Et c'est vrai que le bien-être, en fait, c'est un sujet, Baptiste, tu l'évoquais, Morgane aussi, de leadership et d'exemplarité. Et je pense que quand il y a 20 ans, on commençait en France sur ce sujet-là, eh bien, et jusqu'à récemment, on a eu des cas de harcèlement dans l'un de mes bureaux sur lequel j'ai dû intervenir, prendre parole, communiquer, montrer l'exemplarité et dire que eh bien, c'était important que les gens se manifestent, que c'était une bonne chose et qu'il y avait un devoir d'exemplarité et que les personnes qui avaient des comportements toxiques, il fallait les adresser et prendre parole, libérer la parole, se montrer, aller à la rencontre des gens et pas se dire tiens, il se passe un problème là quelque part et du coup, le DG ne se déplace pas. C'est effectivement des choses simples et il n'y a pas besoin forcément d'envoyer sa directrice People and Culture pour intervenir sur ce sujet. Je pense que c'est un travail collectif, communautaire quasiment, d'avoir ces repères en tête et d'agir collectivement sur tous ces sujets. Et je veux rajouter par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est très important que la direction générale, dans un cas comme ça, de harcèlement par exemple, prenne position, agisse et surtout ne mette pas le couvercle en fait, sur le problème. Et je pense que ça, c'est très positif en fait que la direction générale s'implique sur ces sujets-là et voilà, et accepte et reconnaisse une situation et prenne en fait des décisions, etc. Et ce qui est sans doute encore plus difficile, c'est communiquer sur ces sujets délicats. On en parlait, c'est-à-dire que s'il y a une part d'action et d'agir, mais finalement, il n'y a pas de communication autour de ça. Alors, c'est souvent vu comme un objet de communication délicat et potentiellement difficile à manœuvrer, mais en même temps, la communication, c'est le seul moyen d'agir, de montrer qu'il y a des actions, qu'on ne tolère pas ces situations-là et qu'on a une vraie volonté d'établir eh bien, des règles de bien-être entre nous
et quelle que soit la taille d'entreprise. Notre conférence touche un peu à sa fin. Jérôme, je te regarde, je crois qu'on est dans les temps, on est bien. Est-ce que on est là pour prendre vos questions aussi et y répondre? Est-ce que notre conversation a soulevé des questions de votre part? Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'était très, très intéressant. J'ai une question du coup, qui est plutôt pour Marion. C'est la dernière, mais pour le coup, c'est la question qui me vient là spontanément. Vous parliez du fait que vous aviez commencé par des enquêtes pour justement comprendre un petit peu ce que ressentaient vos collaborateurs et pour savoir quel type d'action mettre en place derrière. Comment vous avez fait au niveau des questions finalement pour cette première enquête? Pour quel type de questions vous avez posé? Parce que finalement, il peut y avoir des questions très larges, mais pour avoir pour mettre en place des actions très spécifiques quoi, et très concrètes, il faut aussi savoir de quoi derrière on peut aller parler. Donc, comment vous avez fait, sur quel type de sujet, quel type de sujet vous avez abordé dans ces questionnaires pour déterminer un petit peu ce premier axe avant de vous lancer? Je parle sur le micro, vous l'entendez? Alors, pour répondre à votre question, en fait, il y avait plusieurs thématiques. Il y avait la thématique, en fait, quand on a lancé cette première enquête, vraiment, parce qu'après, on avait une autre enquête en complément, en parallèle dans le groupe. L'enquête qu'on a vraiment lancée en France, c'était de connaître les attentes, donc à la fois en termes de formation, donc tout ce qui était dans la thématique du développement et de la carrière. On avait la thématique du management et de l'accompagnement, donc management, leadership. On avait la thématique des outils mis à disposition, etc. On avait des champs ouverts aussi, donc avec des questions ouvertes sur quelles étaient voilà, les attentes, les besoins. Mais on a été, en fait, cette première enquête était assez généraliste, on va dire, parce qu'après, c'est à partir de ce premier feedback qu'on a pu creuser et puis ensuite qu'on est rentré et qu'on a engagé des discussions aussi, et à la fois avec la direction et avec des directeurs opérationnels pour lancer concrètement. Après, on savait que, par exemple, sur la thématique de la formation et de l'accompagnement de la population des managers, moi, j'étais anciennement directrice régionale, donc je venais du terrain, l'opérationnel. Je savais qu'on n'avait pas véritablement de parcours de formation, donc je savais que clairement, on savait déjà avec la direction qu'on allait certainement travailler sur la mise en place d'un parcours de formation pour les managers. Donc, en fait, ça nous a permis d'appuyer en fait ce sujet-là et de dire oui, effectivement, il y a une vraie volonté, il y a une vraie attente de la part des managers. Mais on avait déjà en fait des idées au départ puisqu'on connaissait un peu la situation, on connaissait la situation de l'entreprise. Moi, venant du terrain et en ayant déjà eu des discussions, quand mon poste a été créé, puisque c'était une création de poste, voilà, on savait aussi qu'on avait des sujets sur lesquels on voulait travailler. On voulait travailler aussi sur la rétention des talents. On a demandé aussi quelles étaient les attentes sur cette question-là, de l'évolution de la carrière, de la projection dans l'entreprise, de l'engagement, etc. Donc, c'était des champs assez larges avec des questions fermées, des questions ouvertes. Et puis ensuite, du coup, on a réfléchi à ce qu'on allait mettre en place et on a priorisé nos actions du coup, sur les premières années. Merci. Une autre question? Bonjour, merci Bonjour. pour cette information qui était très intéressante. J'ai une question qui rejoint tout à fait sa première question, c'est comment vous avez pu mesurer la santé au travail? Parce que dans les questions, en général, on pose la dernière question, c'est est-ce que vous recommanderiez de travailler dans notre entreprise? Ce qu'on fait, on en effet voir et juger l'évolution, mais la santé elle-même, est-ce qu'on a le droit également de poser cette question, même si les enquêtes sont anonymes? Comment vous avez pu avoir cette statistique? On n'a pas parlé de santé à proprement parler, on parlait plutôt de l'équilibre du bien-être, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, de la flexibilité. En fait, c'est des questions, voilà. Mais on n'a pas posé de questions concrètement directes. Je ne sais même pas si on peut. Enfin, voilà. Morgane, ouais, sur la partie santé, justement, data. Non, on ne peut pas traiter. Pardon. Ce sont des données sensibles. Pour faire un questionnaire, on poserait la question, êtes-vous en bonne santé? Non, c'est pas du tout recommandé. Et même si c'est anonyme, on n'est pas censé interroger les salariés sur leur état de santé. En fait, on peut leur demander, je crois, de se situer en fait sur un spectre en se disant comment ils se sentent, en fait, d'évaluer le ressenti, mais on ne peut pas les questionner sur leur état de santé avec des questions très précises. Et quand bien même on le ferait, on ne peut pas exploiter les données derrière. Oui, on ne pourrait pas traiter, du coup, on ne pourrait pas traiter le questionnaire et donc pas avancer. Donc, surtout que c'est pas. On peut avoir un salarié qui a une pathologie, mais ça n'a pas de lien avec son travail. Oui.
Donc, en plus, le lien n'est pas forcément utile. Ouais, en fait, on parle effectivement de l'équilibre vie privée. Si la personne ressent un équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle, etc. Mais je voudrais donner l'exemple du handicap. On essaye de travailler du coup sur le handicap, l'inclusion, etc. Et donc de répertorier, en fait, pour pouvoir mieux accompagner, de répertorier les personnes en situation de handicap. Et on a lancé une enquête au niveau mondial sur ce sujet, avec des questions donc bien ciblées sur ces thématiques-là. Et on a du coup 0% de la population qui s'est déclarée en situation de handicap dans tous les pays d'Europe. On en a reparlé récemment avec notre responsable de la diversité. Personne ne se déclare en situation de handicap sur une enquête. Donc là, je pense qu'il y a l'appréhension peut-être de se dire est-ce que les données vont être confidentielles ou pas, comment les données vont être traitées, etc. On a beau parler de comment je vais être perçu dans l'entreprise et comment je vais être perçu et je ne peux pas être valorisé. Voilà. Ouais. Alors qu'on sait que par exemple en France, on a 6% des personnes qui se sont déclarées, donc qui ont le statut RQTH et qui bénéficient d'aménagement, etc. Donc voilà, même s'il y a une confidentialité, c'est une information qui reste au sein de la DRH. Mais on a vraiment 0% des personnes qui se sont déclarées. Donc il y a un vrai sujet autour de la confidentialité, des données santé. Et puis, effectivement, de ne pas être répertorié, catégorisé, même si pour nous, il était important et le groupe avait décidé de lancer cette enquête pour justement avoir une meilleure connaissance de cette population dans un objectif d'inclusion et d'accessibilité, etc. Voilà. Clairement, on ne peut pas passer par ce sujet, par une enquête. Baptiste, sur le bilan santé, justement, est-ce que la data que vous collectez, vous l'utilisez? Alors, je voulais juste répondre, peut-être apporter quelques éléments, parce que j'ai travaillé quelques années en service de santé au travail. Et pour le coup, il ne faut vraiment pas hésiter. Je sais qu'ils ont des psychologues qui travaillent en interne. Ils ont une équipe pluridisciplinaire et ils ont le médecin du travail. Et pour avoir des données, alors vous n'aurez pas des données nominatives, bien entendu, mais vous pouvez vous rapprocher de votre médecin du travail pour avoir un bilan global de votre entreprise en termes de santé, et puis faire venir le psychologue du travail sans frais complémentaires, parce que c'est près de la cotisation, pour éventuellement faire un petit audit risques psychosociaux dans l'entreprise. C'est-à-dire le psychologue va faire des entretiens individuels ou collectifs, et puis derrière, il n'y aura pas de nominatif, mais vous aurez un rapport sur éventuellement, voilà. Après, c'est en fonction de la disponibilité des psychologues du travail. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Merci Baptiste. On a une autre question. Oui, bonjour, Ségolène Ferrin, je pilote les activités ELSAM Prévention dont parlait Baptiste rapidement tout à l'heure. ELSAM Prévention, c'est en fait une organisation qui intervient chez ELSAM parce qu'on a cette volonté de faire attention aux salariés, mais dans pas mal d'autres entreprises, dans tout secteur confondu. Et effectivement, quand on fait des bilans de santé, quand on fait des campagnes de dépistage, de prévention, on a toujours le souci de rendre à notre client, donc souvent à la DRH, un rapport statistique sur l'état de santé de la population. Donc on s'engage évidemment à la confidentialité, il n'y a aucune donnée nominative qui est transmise, mais on a toujours ce rendu final qui est très important en général pour le commanditaire, exposer les risques et de faire des propositions aussi, qui peuvent être des propositions sur lesquelles on peut accompagner. Par exemple, quand on fait des bilans de santé et qu'on trouve 30% de risque sur le cardiovasculaire, on peut vous accompagner sur des étapes complémentaires. ELSAM étant aussi un regroupement de 7000 médecins, on peut de manière individuelle orienter les salariés pour leur prise en charge de manière qualitative, mais on peut aussi renvoyer vers des actions que vous avez déjà en place dans les entreprises, comme des plateformes, par exemple, de soutien psychologique, comme du financement vers des salles de sport. Voilà, donc on a vraiment ce rendu statistique et une recommandation, des plans d'action qui peuvent être mis en place ensuite. Parfait. Il est 10 heures. Notre conférence touche à sa fin. Baptiste, Morgane, Patricia, Marion, merci beaucoup pour votre rapport. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis sans doute à bientôt. Merci.